Nous sommes au 19e jour de la guerre que la Russie a lancée contre l'Ukraine et on peut peut-être faire un premier bilan provisoire des conséquences géopolitiques de cette guerre lancée par Moscou. Tout d'abord, voyons voir les protagonistes. L'Ukraine, c'est bien sûr la première victime, c'est ce pays qui a été attaqué. Elle subit des pertes humaines, il y a des bombardements, non seulement sur les infrastructures militaires, mais également sur les infrastructures civiles. Il y a donc des pertes civiles ukrainiennes qui sont importantes et qui risquent d'augmenter encore. Et puis surtout, il y a un flux de réfugiés extrêmement important. On est à 2,5 millions de personnes qui ont fui les combats, qui ont fui les bombardements. Et dans quelles conditions pourront-ils revenir? Donc l'Ukraine se vide un peu de ses forces. Et bien sûr, l'économie est totalement à l'arrêt. Les infrastructures sont gelées, sont détruites et l'Ukraine ne peut plus produire. Il y a des problèmes réels et très graves de ravitaillement pour la population. Et puis on se demande quel sera le résultat. Est-ce que l'Ukraine va devoir subir des amputations territoriales à l'issue du conflit en fonction de l'avancée de l'armée russe? On peut même craindre un contrôle total de l'Ukraine par la Russie, qui va être peut-être difficile à assumer par la suite, mais qui pourrait, dans un premier temps, même provisoirement, faire perdre à l'Ukraine sa souveraineté. En même temps, ce pays a acquis un statut de pays martyr. Sa popularité, du fait des souffrances qui lui sont infligées, est très grande et dans tous les pays, notamment occidentaux, mais pas seulement, elle a un courant de sympathie, de solidarité se dégage. Et un pays qui avait plutôt mauvaise réputation auparavant, du fait de niveau très important de corruption, là devient un pays populaire que l'on a envie d'aider. Est-ce qu'il faut l'aider jusqu'à la faire adhérer rapidement dans l'Union européenne? Non, je ne crois pas. D'une part parce que l'économie ukrainienne n'est pas du tout prête à se confronter avec les autres économies européennes. Et par ailleurs, il faudrait d'abord qu'il y ait en fait des efforts de gestion et que la corruption soit combattue. Ce n'est pas parce que le pays souffre que la corruption a disparu ou pourrait disparaître. Mais en tous les cas, on peut effectivement venir en solidarité pour aider autant que faire se peut l'Ukraine. Mais je crois qu'une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne est une déclaration un petit peu démagogique qui ne correspond pas à la réalité, qui d'ailleurs ne correspondrait pas aux intérêts de l'Ukraine. Parmi les pays protagonistes, il y a également la Russie. Alors, la Russie, c'est le pays agresseur, c'est lui qui a décidé la guerre. En même temps, lui aussi perd beaucoup, parce que la Russie est en train de devenir un État paria, qui est de plus en plus lâché, et que les gens ne veulent plus fréquenter. Il va y avoir des sanctions économiques qui vont faire mal à l'économie russe. Le PIB pourrait se rétracter de 10% cette année. Et surtout, sur le moyen long terme, la crédibilité de la Russie comme fournisseur d'énergie est venue disparaître en Europe. Peut-être que l'Europe ne pourra pas rapidement trouver une alternative au gaz et au pétrole russe, mais à moyen terme, les choses vont se faire ainsi et les Européens ne pourront plus avoir confiance dans la Russie. Et on peut penser que tant que Poutine sera au pouvoir, il ne pourra pas y avoir de relations normalisées entre les Occidentaux et la Russie. Et puis, le pouvoir de Poutine sert de plus en plus slaviste. Là, il interdit les réseaux sociaux, TikTok. Et donc, la Russie risque, outre les sanctions économiques, de voir une partie de sa population fuir le pays parce que l'atmosphère y est trop irrespirable et que les Russes vont estimer qu'ils ne pourront pas avoir une vie normale dans ce pays tant que Poutine sera au pouvoir. Donc, à moyen terme, cette situation est catastrophique et Poutine, qui jusqu'ici avait finalement obtenu des succès, de façon brutale certes, mais avait fait grandir la Russie. La Russie pesait plus que son poids réel sur la scène internationale. Là, il est venu vraiment gâcher tout cela. Non seulement tant que Poutine sera au pouvoir, la Russie n'aura pas une place normale dans le monde actuel, mais on peut se demander au final quelle place Poutine va laisser dans l'histoire s'il conduit son pays et le monde à de catastrophes encore plus importantes que celles qui se sont déjà déroulées. L'Europe a eu un réveil. L'Europe, souvent moquée pour ses divisions, pour son incapacité à prendre des décisions. Là, malgré des points de vue divergents, mais pas de division. Les pays européens ont réagi vite, ils ont réagi de façon solidaire, ils ont réagi ensemble. Et puis surtout, on voit qu'ils ont utilisé l'arme des sanctions économiques, mais de façon beaucoup plus efficace, parce que beaucoup plus déterminée. Ils n'ont pas pris des demi-mesures. Et donc, l'Europe a montré qu'elle avait finalement un hard power économique qu'elle sous-estimait elle-même et qui était sous-estimée, et il faudra voir si elle veut l'utiliser dans d'autres cas par la suite. Bien sûr, les sanctions économiques marchent parce qu'elles ont été décidées très fortement et les Européens sont prêts à en payer le prix, qu'ils le font également en liaison avec les États-Unis. Mais là, disons qu'il y a quand même une surprise d'une telle détermination européenne, mais cette surprise s'explique par la peur.
par la peur que l'Europe a de voir les armées de Poutine avancer, même si on peut penser que l'Europe appartient à l'OTAN, que les dépenses militaires européennes des seuls pays européens de l'OTAN sont 4 fois supérieures aux dépenses militaires russes, et que dans la mesure où Poutine a déjà du mal à digérer l'Ukraine, il ne va pas se lancer à la conquête de l'Europe de l'Ouest. En tous les cas, les pays européens ont pris la décision d'augmenter leurs dépenses militaires et de devenir plus un acteur global qu'il ne l'est. Alors est-ce que cette augmentation des dépenses militaires n'aura pas de changement sur l'auto-perception des Européens qui estimeront qu'ils ont toujours besoin de la protection américaine, ou est-ce qu'ils vont devenir un peu plus autonomes tout en restant alliés aux États-Unis? Parce qu'en fait, l'autre grand vainqueur de la guerre, c'est l'OTAN. L'OTAN, que l'on disait en état de mort cérébrale il y a 3 ans, apparaît de nouveau comme étant tout à fait indispensable pour les pays européens, à tel point que la Suède et la Finlande, qui étaient les pays neutres, songent y adhérer, et que l'OSCE, l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe, qui est un organisme pan-européen de sécurité, apparaît inutile. La Russie y appartient, elle n'a servi à pas grand-chose dans les négociations avec la Russie, donc c'est l'OTAN qui sort extrêmement renforcée de ce conflit. Mais les États-Unis et Biden apparaissent également renforcés. D'ailleurs, c'est un peu le paradoxe, puisque c'est bien le fait que Biden ait exclu dès le départ toute intervention et qu'il l'ait proclamé. On peut comprendre que les États-Unis n'aient pas envie de rentrer dans une guerre contre la Russie, mais était-il nécessaire de proclamer dès l'avance qu'il ne ferait rien en cas d'agression russe contre l'Ukraine? Mais donc même si là, il fallait mieux ne rien dire du tout. La dissuasion, c'est aussi l'incertitude que l'on laisse aux autres protagonistes. Mais en tous les cas, Biden a fait oublier la débâcle de Kaboul, les coups bas de l'ANCUS, et les États-Unis apparaissent comme le grand protecteur des pays européens contre la menace russe. Par ailleurs, les États-Unis ont dit dès le départ que les Russes voulaient envahir l'Ukraine. Les Européens, dont moi-même d'ailleurs, ne le croyaient pas, pensaient que c'était du bluff, qu'ils exagéraient comme très souvent. Là, ils ont été confortés par les faits, et donc ils triomphent et ils peuvent effectivement dire que finalement, heureusement qu'ils sont là pour protéger les Européens. Ils peuvent d'ailleurs, et puis ils vont bien sûr bénéficier de l'augmentation des dépenses militaires européennes, dont la plupart vont se diriger vers l'industrie militaire américaine. Notamment, d'ailleurs, les Allemands ont annoncé qu'ils allaient acheter des avions F-35 américains. Et d'ailleurs, l'autre thèse de Biden qui est renforcée, c'est la division du monde entre l'axe des démocraties et l'axe des pays autoritaires, dans la mesure où l'axe entre la Russie et la Chine s'est renforcé, où la Russie a de moins en moins d'alternatives et qu'elle recherche de plus en plus un secours auprès de la Chine. Biden peut faire triompher sa vision de l'axe des démocraties, les pays de l'OTAN, contre l'axe des pays autoritaires. Même si les pays européens doivent réfléchir à 2 fois de ne pas en fait aller vers cette nouvelle division du monde qui peut être une prophétie autoréalisatoire. Oui, bien sûr, il y a des points communs entre la Russie et la Chine, mais il n'est pas certain que les pays occidentaux aient intérêt à forger encore un peu plus cette alliance et à faire qu'un nouveau clivage international apparaisse, surtout qu'il n'est pas certain que l'ensemble des pays autres, ceux qui ne sont ni occidentaux, ni russes et chinois, nous suivent tout à fait. Donc là, il faut se méfier peut-être finalement de renforcer cet axe. Même si pour l'instant, effectivement, du fait de l'absence d'alternative pour la Russie, il est de facto renforcé. La Chine, qui au départ a pu se réjouir des problèmes que rencontrait l'OTAN, finalement se réjouit moins. 1, elle voit que les sanctions peuvent être efficaces, et la Chine n'aime pas les sanctions. 2, elle voit que l'OTAN est renforcée, et ceci ne peut pas plaire à la Chine. Elle peut aussi craindre finalement de faire face à cette alliance renforcée et d'avoir une OTAN dont les missions seraient élargies au continent asiatique et deviennent une sorte d'instrument d'enlignement contre la Chine. Et puis elle n'aime pas trop qu'on développe les tentations autonomistes pour ensuite annexer les territoires, parce que elle, c'est tout à fait contre ses intérêts. Et puis surtout, ce qui ne lui plaît pas, c'est que cette guerre peut déboucher sur une crise économique. Or, la croissance économique, elle est vitale pour la légitimité du Parti communiste chinois, et donc il voudrait que le plus tôt possible, on revienne à une situation plus normalisée et finalement à la fin de la guerre. Voilà les premières conclusions rapides que l'on peut tirer de cette guerre, et j'essaierai au fur et à mesure des jours qui passent de maintenir ce contact avec vous.